Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Je me suis penchée à son oreille, je lui ai dit, écoute Cyril, là je vois bien que tu es entre la vie et la mort. On s'est quitté ce matin, je t'ai même pas dit au revoir, mais là, écoute, fais ce que tu peux. Si tu ne peux pas vivre, t'inquiète pas, je m'occuperai des enfants. Et si tu peux vivre, je serai là à tes côtés, quoi qu'il arrive. Il a donc juste la mobilité de la main gauche, avec un pouce qui peut se lever pour dire oui, une main qui peut s'agiter sur le côté pour dire non, et puis un poing qui peut taper quand il n'est pas content. Alors Cyril, il dit SOS. Il dit alerte, il trouve que ce texte de loi est trop flou et que les critères sont trop extensibles. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui parle d'engagement, de dépassement de soi et de dons. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et des hommes qui nous aident à voir plus loin. Et parfois, je ne sais pas si cela vous a frappé, l'engagement est à côté de nous. Il est tout proche, au sein même de notre propre famille, de notre couple. Nos invités d'aujourd'hui le savent bien, Magali et Cyril Janteur vivent depuis 27 ans avec un handicap que porte Cyril. Magali accompagne depuis 27 ans son mari Cyril, victime d'un accident de la route à 32 ans et aujourd'hui atteint du lock-in syndrome. Bonjour Magali, bonjour Cyril. Bonjour Aude. Magali, vous êtes mariée avec Cyril depuis plus de 30 ans, mère de 3 enfants. Cyril, vous êtes père de 3 enfants également. Mais également, Magali, vous êtes médecin urgentiste, navigatrice et initiatrice de plusieurs projets qui allient votre passion pour la navigation et votre vocation de soignante. Vous aviez 3 enfants très jeunes, Magali et Cyril, et votre vie a changé ce jour de novembre 97. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Cyril était ingénieur dans une entreprise, un des fleurons de l'industrie française. Et Cyril était polytechnicien et très brillant et très dévoué à son travail, je dirais, un peu beaucoup peut-être. Et après des semaines très chargées, un vendredi soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'un urgentiste qui me dit « Madame, votre mari a eu un accident, venez vite, il ne passera pas la nuit ». Donc moi, j'étais jeune mère de 3 enfants de 4 ans, 2 ans et demi et 6 mois, et j'ai eu l'impression de flotter au-dessus de... Et j'ai sauté dans un taxi qui avait été commandé par son patron, et je suis partie le rejoindre. Il était en Bretagne, de Douarnenez, il a été transféré à Brest dans une réanimation, et j'ai attendu toute la nuit, en fait, parce que les réanimateurs se sont beaucoup démenés pour l'aider à survivre. Et au petit matin, j'ai rencontré un réanimateur épuisé, désespéré, qui m'a dit « Madame, je suis vraiment désolée, votre mari a voulu vivre ». Alors moi, je l'ai regardé ahuri en disant « Mais il est donc vivant, quoi. Donc, voulez-vous venir le voir ?» Je dis « Mais bien sûr ». Et donc là, je suis rentrée dans une salle de réanimation où j'ai vu Cyril allongé, écartelé, méconnaissable, parce qu'il était plein d'œdème, le visage complètement détruit, des tuyaux partout, des scopes, tout ça. Et je sentais un corps en bataille, et je sentais son être au-dessus, flotter au-dessus du lit, quelque chose de très subjectif, très compliqué peut-être à expliquer, mais j'avais la conviction qu'il était en train de se bagarrer. Donc, j'étais pas impressionnée parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de sang-froid. Vous êtes médecin vous-même ? Je suis médecin moi-même. Je connaissais pas la réa, franchement. Je suis généraliste au départ. Mais je me suis penchée à son oreille. Je lui ai dit, écoute Cyril, là, je vois bien que tu es entre la vie et la mort. On s'est quitté ce matin, je t'ai même pas dit au revoir. Mais là, écoute, fais ce que tu peux. Si tu ne peux pas vivre, t'inquiète pas, je m'occuperai des enfants. Et si tu peux vivre, je serai là à tes côtés, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc Cyril a choisi de vivre une première fois et il s'en est ensuivi des réanimations et d'autres luttes
À quel moment, Cyril, vous avez réitéré, peut-être que Magali parle pour vous, vous avez réitéré votre volonté de vivre ? Alors, je précise que Cyril est à côté de moi et Oui. qu'il manifeste son pouce pour dire oui, non et ses émotions. Et donc, il me drive. Hein, si j'ai des bêtises. Et après on va expliquer voilà. comment vous communiquez, Voilà. Donc, comment vous avez appris à communiquer au fil de ces années. Alors, je dirais que la réanimation, ça a été une vraie bagarre au jour le jour. Moi, j'étais complètement en survie avec lui. J'ai même oublié qu'on avait des enfants qui étaient gardés par mes parents. Pendant 3 semaines, ça a été vraiment un combat pour la vie avec un réanimateur qui était très dynamique et qui me posait tout le temps des questions. Comment il est ? Quel est le type de personnalité ? C'est quoi votre bonhomme ? Etc. Donc, je lui disais, c'est quelqu'un de très combatif, de très gai, de très chouette. Voilà. Donc, il a suivi un petit peu son intuition qu'il fallait l'aider à faire cette réanimation. Il a traversé beaucoup de complications de tous ces patients polytraumatisés. Et puis, au bout de 3 semaines, il a arrêté la sédation et il m'a dit, là, ça a été compliqué parce qu'il m'a dit, écoutez, voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est pas ce que j'imaginais. En réalité, je pensais pas que la moelle épinière était touchée, mais là, c'est pas la moelle, c'est le tronc cérébral. Donc, votre mari, il ne parlera pas, il ne parlera plus, il ne mangera plus, il ne marchera plus, il ne pourra plus que bouger ses paupières. Alors, je dois vous dire que moi, j'étais un petit peu scotchée, j'ai pas tout compris, je l'ai pas cru. Et puis, bon, après, il m'a dit, on fait quoi maintenant ? On va le transférer à Garches. Donc, on habitait la région parisienne. Donc, là, j'ai fait venir mes enfants. J'ai eu mon cœur de mère qui s'est brisé en 2 quand je les ai vus arriver, parce que je les ai vus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, des petites filles comme ça. Et vraiment, en tant que mère, j'avais qu'une envie, c'était de sauver la famille et de les sauver, et puis de me dire, mais elles n'ont rien demandé, donc on va tout faire pour qu'elles aient une belle vie et qu'elles soient heureuses. Bon. Et donc ensuite, il a été transféré à Garches, et là, je dois dire qu'on a vécu quelque chose de difficile, parce qu'il savait beau être tout près de la maison, c'était un univers très neutre. Il n'était pas comme les autres, il avait une pathologie, il n'était pas hémiplégique, il n'était pas tétraplégique, il était doublement hémiplégique avec un trauma crânien. Enfin, les médecins n'y comprenaient rien et ils n'osaient pas me le dire. Et là, c'était très opaque et très difficile pour moi. Mais néanmoins, moi, j'ai pris les choses à bras-le-corps avec un entourage familial très fort de mon côté, du côté de Cyril, des amis exceptionnels qui ont été là présents dès le premier jour. Et je peux vous dire aujourd'hui, 27 ans plus tard, ils sont toujours présents. Beaucoup de solidarité entre nous s'est mis en place. Et moi, j'ai dû reprendre un travail à mi-temps. J'allais le voir l'après-midi à l'hôpital. Je m'occupais des enfants le soir. J'ai mis en place notre vie. Très vite, on a essayé de le faire venir à la maison. On a acheté un véhicule. Il a même été témoin de mariage de mon frère alors qu'il sortait à peine du coma. On l'a associé tout de suite à notre vie. On a considéré que c'était comme ça maintenant. Et comme on s'aimait profondément tous les deux, l'accident n'a pas du tout détruit ça. Il a détruit probablement son apparence physique, sa façon de pouvoir communiquer, sa façon de pouvoir s'investir dans la vie autrement. Mais dans le fond lui-même, il reste vraiment la personne que j'ai épousée, avec ce qui nous a réunis. Donc, ce qui fait que notre couple a tenu la route, même si je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile, que ça n'est toujours pas facile et que on trouve des solutions pour tenir le coup. Mais le fond de ce qui nous unit est intact. Donc après, il y a eu, pour revenir à votre question, l'histoire d'au bout de 18 mois de rééducation, pataugeant un petit peu. Un jour, je suis allée à l'hôpital le voir comme très souvent. Il était tout gris, inconscient et 41 de fièvre. Donc là, moi, je suis généraliste, mais j'ai fait le diagnostic immédiat de choc septique. Et puis, l'infirmière, elle me disait, ils n'ont rien fait, battez-vous. On comprend pas pourquoi ils font rien. Et je dis, moi non plus. Donc, je demandais à voir l'interne qui ne voulait pas s'en occuper. Donc, j'ai exigé qu'il soit monté en réanimation, ce qui a finalement été fait. Et puis, j'ai bien compris qu'ils n'avaient pas forcément envie de se battre autant que les premiers réanimateurs du tout début. J'étais pas conviée, j'avais pas d'infos. Un matin, j'arrive, le lit était vide, tiré à 4 épingles. En fait, il l'avait mis dans une chambre pour isolement parce qu'il avait une leucémie. Enfin, on me disait rien, voilà. Et puis à un moment, ils l'ont redescendu en rééducation et puis rien. Alors, j'ai enfin eu un rendez-vous avec le médecin qui m'a dit froidement, on arrête toute mesure réanimatoire. Et moi, j'étais interloquée. Je lui dis, mais vous avez le diagnostic, vous avez fait le traitement Oui, c'est une infection urinaire, voilà. Je dis, non, mais je suis désolée, madame, mais non, je n'y crois pas. C'est pas une infection urinaire, c'est pas possible.
Le jour où il y a eu son choc, il avait le bras tout rouge, il y a un dispositif de perfusion qui est peut-être infecté, je ne sais pas. Donc moi, je vous demande de faire votre travail, et on décidera ensemble. C'était avant la loi Leonetti. Et donc, il a été monté dans un service d'infectieux. Là, le professeur a fait tout ce qu'il fallait, et 3 semaines plus tard, il est sorti du coma. Avec un lever de pouce magnifique pour me dire, voilà, moi je suis vivant, et là, je suis allé très loin, mais je suis revenu. Comment communiquez-vous entre vous ? Alors, il faut on peut pas voir, mais on peut croire. peut-être expliquer comment Cyril, vous avez appris à montrer des lettres à Magali et à vos enfants, j'imagine aussi. Alors, vous voyez, là, il monte son pouce sur lui-même pour parler de lui. Oui. Voilà. Il a donc juste la mobilité de la main gauche, avec un pouce qui peut se lever pour dire oui, une main qui peut s'agiter sur le côté pour dire non, et puis un poing qui peut taper quand il n'est pas content. Ça, c'est les 3, je dirais, basiques. Mais quand on veut aller plus loin, qu'on a le temps et qu'on peut le faire, on prend l'alphabet avec tout simplement un alphabet sur un petit tableau papier. Toutes les tentatives de suivi oculaire, de transmission vocale, etc. ne fonctionnent pas dans son cas parce qu'il ne peut pas bouger ses yeux, il n'a pas l'attention possible pour faire ça. Donc on est sur quelque chose de très archaïque et qui demande beaucoup d'attention, mais qui quand même nous permet de préciser la pensée quand on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Voilà. Donc c'est beaucoup de transmission de pensée, d'intuition, avec des confirmations oui-non, mais c'est aussi par moments le temps de pouvoir poser pour écrire des lettres et des mots. Voilà. Et ce qu'il a fait, d'ailleurs, avec l'intermédiaire de personnes qui étaient faites pour ça, il y a une dizaine d'années, il a écrit beaucoup de choses sur son vécu. C'est pourquoi je peux exprimer aussi ce qu'il dit par rapport à tout ça. Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Donc Cyril, vous êtes en institution, mais vous rejoignez votre famille, Magali, et vos amis dont vous parliez, pour des voyages, pour des grands événements. Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, même depuis 2003, Cyril est en institution. Avant, il était à l'hôpital, il était pendant 1 an à la maison. On a tout essayé pour répondre à sa demande d'être à la maison. Mais en réalité, son état nécessite trop d'assistance médicale permanente pour pouvoir l'envisager sereinement. Donc malheureusement, on a dû se résoudre à l'institution, ce qui donne un mode de vie assez séquencé, où il est confié à l'institution, à ses soignants, à ses médecins, la majeure partie du temps. Et puis, on organise des moments, des week-ends, des vacances, des voyages, des sorties ciné, des sorties expo. Voilà, hors de l'institution. C'est comme ça que ça se passe. Et on vit donc en contact rapproché, néanmoins. Quand je peux, je viens le voir très régulièrement. Mais voilà, il a sa vie dans une institution qui a sa vie aussi, où on lui propose aussi des activités, etc. Et ce qui permet à la famille de se retrouver sur des moments très intenses, des Noëls, des moments de week-end. Il vient en vacances dans une maison qu'on a pu acquérir en Loire-Atlantique et où tout est aménagé pour lui avec des infirmières qu'il connaissent depuis 25 ans et qui savent faire les soins matin-soir et auxquels je participe pour soulager un petit peu. On s'organise. Et puis les voyages, ça a été des temps très forts où il a été leader, où il nous a dit où il voulait aller, ce qu'il voulait faire, comment il voulait le faire. Ça a été des expériences de vie très fortes pour lui, de retourner dans des lieux qu'il aimait beaucoup, de retrouver des paysages qu'il aimait, de partager tout ça avec des amis très proches et très fidèles, qui eux-mêmes se sont vraiment mobilisés pour nous, avec nous, et qui ont même transformé un petit peu leurs engagements personnels dans leur vie. Parce que le curseur de Cyril, ça a changé beaucoup de choses pour moi, pour nos enfants, pour nos proches, mais ça a aussi beaucoup changé pour nos amis. Ça les a rassemblés. Ça leur a donné aussi des repères plus de valeurs, plus que d'ambition professionnelle. Et ils ont joué vraiment le jeu tellement que voilà, on est très très proches. C'est comme des frères et sœurs pour moi. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité a un petit peu changé. C'est le projet de loi fin de vie qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Il va passer au Sénat. Que dites-vous, Cyril, sur ce projet de loi, peut-être en quelques mots, formulé également, et Magali aussi. Qu'est-ce que vous dites tous les deux ? Alors, Cyril, il dit SOS, il dit alerte. Il trouve que ce texte de loi est trop flou et que les critères sont trop extensibles. Voilà. Il a peur, il a une inquiétude majeure sur les dérives potentielles que contient le texte de loi actuel. Il n'est pas sur un débat contre ou pour l'euthanasie, c'est pas ça. Nous, c'est pas nos valeurs, mais ça ne nous dérange pas que d'autres le souhaitent. Ce qui nous dérange, c'est qu'on ne puisse pas
venir accompagner et aider ceux qui émettent ce signal déjà, qu'on ne protège pas ceux qui seraient plus vulnérables encore du fait de leur solitude, leurs difficultés financières, leur précarité. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui économique et médico-social actuel, la situation est quand même, on va dire, gentiment dégradée. Pour nous, sortir une loi comme ça, sans avoir développé l'aide à vivre, les soins palliatifs et un certain nombre de choses qu'on peut améliorer tous ensemble, c'est offrir une perspective très noire et très radicale à des gens qui n'auront pas forcément les moyens que de choisir cette voie-là. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est c'est ce qu'il dit. Il dit ça. Il dit que il ne veut pas d'un monde non solidaire et non fraternel pour ses enfants et petits-enfants. Il veut pas une société française comme ça. Cyril est quelqu'un qui est un citoyen à part entière. Il se sent vraiment participant de la vie de la nation. Il regarde les infos tous les jours. Il est très passionné de politique. Il suit très très bien les débats. Il sait très bien ce qu'il en est dans l'actualité mondiale. Il voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de pulsions de mort, plus que de pulsions de vie. Et lui, il est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir beaucoup de pulsions de mort vu son état. Et en fait, du fait de sa nature, de l'éducation, de ce qu'il est, et de ce que nous, on vit ensemble, et de tout ce qu'on peut vivre tous ensemble, il est dans une pulsion de vie. À chaque fois qu'il a une complication, que les médecins disent « je suis désolée madame, c'est bientôt fini », il détrompe les pronostics. Parce qu'il a une vitalité intérieure très forte et communicative en plus. Donc c'est ça qui fait la différence. Et lui, il dit donc à toutes ces personnes qui sont exposées à de grandes difficultés comme les siennes, n'ayez pas peur, on est ensemble, on va trouver des solutions, mobilisons-nous, on ne peut pas laisser faire ça. C'est ça qui vous aide à tenir, Magali ? C'est la force évidemment. de votre mari, oui. Qu'est-ce je qui pense... vous aide à tenir ? Je voulais vous demander. Je pense que c'est la force de mon mari, et ce qui l'aide à tenir, c'est ma force et celle de tous ceux qui l'entourent. Je parle de ses parents, je parle de ses frères et sœurs, des miens, de ma maman. Ce sont des vases communicants. Ce sont des vases communicants. En fait, on est des aides de relation, tous, mais eux, ils le sont encore plus, ceux qui sont empêchés. Puisqu'ils n'ont pas, la tentation de la mienne, par exemple, de courir à travers le monde, comme je fais aisément. Lui, il est dans sa chambre d'hôpital à longueur de journée. Sauf quand on fait des choses ensemble, ou avec d'autres gens. Donc, il a développé des capacités d'accueil, d'écoute et d'attention à l'autre qui sont très fortes, qui sont très nourrissantes. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir juste pour déposer des soucis, déposer des questionnements. D'abord, il répétera rien, ce qui est plutôt sympa pour eux. Et ensuite, lui, il les accueille, en fait, et il les écoute. Et cette écoute attentive qu'il peut avoir, et très intense, elle est apaisante. Et elle est même thérapeutique pour pas mal de ses amis et proches. Donc il fait du lien, Cyril, son job, c'est ça toute la journée. Il fait du lien entre les personnes qui viennent le voir et il nous relie. Et il nous demande de nous dépasser, en fait, à travers ça. Donc on prend et puis on fait avec et on s'en nourrit. Et je pense que nous aussi, on lui renvoie un respect de sa vie, de sa dignité, de son rôle de père, d'époux, d'ami, d'enfant de ses parents. On le respecte dans ses différents rôles de la vie. Il est vraiment... il a cette chance d'exister comme un existant à part entière, vraiment, vraiment. Vous avez, Magali, aux côtés de Cyril, une vie professionnelle bien remplie également, puisque vous êtes médecin urgentiste, médecin catastrophe, si j'ai bien lu, et passionné de navigation. Comment est née votre vocation de soignante et de médecin ? Alors, moi, je suis quelqu'un de très littéraire au départ, passionné de philosophie, de questions éthiques, de mystique, quelquefois, on peut en parler, de spiritualité en général. Et pendant mon adolescence, j'étais tentée par plusieurs métiers, reporter photographe, musicienne, chef d'orchestre d'ailleurs, ornithologue, océanologue, prof de philo, il y avait plein de choses que j'aurais aimé faire. Et puis un jour, je me suis dit, mais la médecine, c'est tout ça en fait. Si je suis médecin, je vais pouvoir répondre aussi à ma grande question de mon adolescence, c'était pourquoi la souffrance ? C'était vraiment une question qui me taraudait dans ma tête tout le temps en crise d'ado. Et répondre en étant médecin, c'est déjà une façon de répondre même si on ne sait pas exactement ce que c'est que la souffrance quand on ne la vit pas soi-même, on peut déjà l'accompagner ou essayer de la soulager. Bon, donc ça, c'est ma vocation médicale, elle est vraiment très profonde sur des valeurs qui me sont chères et sur le fait que ce métier est assez génial dans la mesure où quand on est médecin, on peut travailler partout.
On peut voyager aussi, on peut lire, on peut faire de la philo en live, on peut parler de questions éthiques. Enfin voilà, c'est un métier en tout cas qui, moi, me comble parce que il a plein de facettes. Et du coup, j'ai eu la chance aussi de faire mes études à un moment où la médecine générale offrait la possibilité d'approfondir différentes spécialités. Donc, je ne me suis pas gênée. Donc, j'ai commencé, quand on s'est marié avec Cyril, j'étais dans les soins palliatifs, la gérontologie, et mon premier travail a été de m'occuper des sans-abri à Nanterre, dans une approche palliative au moment de la création du SAMU social. Donc, j'aime bien les choses engagées. J'avais très envie au départ de faire de la médecine humanitaire avant de connaître Cyril, d'être médecin sans frontières, etc. Et puis quand je l'ai connu, je me suis dit, lui, c'est pas son profil, donc on va plutôt être en France. Bon, très bien. Et du coup, je suis plutôt allée vers le médico-social à ce moment-là. Et vous êtes également navigatrice et vous avez prêté vos compétences aux marins du Vendée Globe, notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, l'histoire avec la navigation et moi, ça a toujours été quelque chose de très ancré en moi, puisque je suis née et dès 15 jours, j'étais sur un bateau avec mes parents. Et vous emmenez aujourd'hui encore, Cyril, vous allez aussi en bateau, vous emmenez encore Cyril en bateau ? Alors, pas en ce moment, plus en ce moment. Donc, la navigation, pour moi, c'est une source de ressourcement. Voilà, c'est ma source de ressourcement. Donc, quand il y a eu l'accident, la première chose que mes parents m'ont dit, c'est il faut que tu t'achètes un bateau. Sinon tu vas pas tenir. Bon. Alors on a été acheter un petit bateau. Et puis ce bateau, en fait, c'était mon petit refuge. Donc de temps en temps, j'allais prendre un verre, j'allais naviguer, voilà. Et puis après, je me suis dit, quand Cyril était accidenté, ça serait bien que je fasse de la médecine à distance, parce qu'il y avait des navigateurs, on pouvait les soigner à distance, comme ça je travaillerais chez moi et tout. C'était avant que ça existe tout ça, hein, c'était avant les années 2000. Et puis on m'a proposé d'être médecin de course au large, donc j'ai foncé. Ensuite, il s'est trouvé que Cyril avait plus de place en rééducation à Garches, donc on a cherché partout et le seul centre qu'il a accepté, c'était en Bretagne. Ça tombait très bien pour moi. Et puis du coup, j'ai travaillé aux urgences. Comme je formais les coureurs du Vendée Globe, il fallait quand même que je sois formée en urgence, donc j'ai travaillé aux urgences. Des urgences, je suis devenue médecin-pompier volontaire. De médecin-pompier volontaire, j'ai fini par devenir médecin-pompier professionnel. Et donc abandonner un petit peu ma vocation de médecin palliatif au départ, parce que dans ma vie personnelle, je faisais du palliatif avec Cyril. Je l'accompagnais là où il pouvait aller. Bon. Donc il y a eu cette espèce d'effet de balancier. La statique qu'il m'a imposée dans ma vie, qui m'était quand même pas tout à fait naturelle, je l'ai développée avec l'autre 180 degrés de l'autre côté, avec une activité professionnelle pleine d'action. Voilà. Donc beaucoup d'accompagnement, d'écoute et de palliatif avec Cyril, et beaucoup d'actions et de médecine engagée sur le terrain. De l'autre côté, c'est comme pour que le balancier s'équilibre. C'est comme si, ça m'a boosté pour faire ça. Et petit à petit, ça m'a emmené de plus en plus loin, puisque médecin de catastrophe, ça m'a emmené sur le terrain des internationaux des catastrophes naturelles. J'ai travaillé avec l'ONU à la formation des équipes internationales, ce qu'on appelle INSARAC, dont je suis même devenue médecin sauveteur, déblayeur, aller donc dans les gravats, aller chercher des victimes pendant des heures et des heures, à les extraire de c'était gravats. À quelle époque vous avez fait ça ? C'était 2015-2018. Donc je suis partie, j'ai été en Turquie aussi, dans le séisme de Turquie. Je reviens de Mayotte. J'ai passé 2 mois à Mayotte, 1 mois à Mayotte, pardon, pour la catastrophe naturelle Chido, puisque comme j'ai des compétences de médecin j'étais médecin-chef de la sécurité civile, donc j'avais 650 pompiers, on est venu au secours des populations pour leur distribuer de l'eau, réparer leur toit, mais aussi aller dans les bangas soigner les gens. On est allé aussi voir les jeunes dans les lycées pour recenser les psychotraumatismes, etc. Donc, en fin de compte, de ma vocation humanitaire, j'y suis quand même retournée. Grâce à Cyril, si j'ose dire, je suis pas sûre que sans l'accident, je serais allée vers là. Et donc, moi, je m'épanouis beaucoup là-dedans. Et je sais que Cyril accepte complètement cette vocation, puisqu'il m'a connue en voyage et il sait que j'aime voyager. L'institution me permet, parce que j'ai beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'aidants qui sont chez eux, ils ne peuvent pas quitter leur domicile. Moi, je suis une aidante, entre guillemets, parce que quelque part, je me repose beaucoup sur l'institution et les soignants qui s'occupent de lui. Et puis, j'ai beaucoup de relais. C'est-à-dire que quand je pars, il y a des groupes de visite d'amis, il y a de ses parents, il y a de la famille, il y a des amis qui sont là. Il n'est pas tout seul. Donc ça, je peux aussi compter sur l'entourage. Et donc, cette dynamique, elle est globale. Voilà. Et je m'épanouis énormément dans mon métier, donc je suis ravie. Et vous avez fait quelque chose d'assez original récemment, en train, puisque vous revenez régulièrement voir votre famille et Cyril. Vous êtes en train de faire un tour du monde, parce que vous avez créé
TUSI, je sais pas comment on prononce, mais vous allez maintenant, ça m'expliquer. s'appelle Soignants des îles. Soignants des îles. Voilà. Quel Mm. était le fondement et l'origine de cette association ? Alors, ça vient de très très loin. C'est-à-dire que depuis l'âge de 14 ans, je veux faire un tour du monde à la voile. Bon, alors dans la situation qui est la mienne, imaginez bien, élever 3 enfants, les mener jusqu'à l'âge adulte, ça c'est fait. Cyril avait choisi il y a quelques années de retourner en région parisienne auprès de ses parents, qui étaient vieillissants, et ses parents souhaitaient l'avoir près de lui. Donc à ce moment-là, moi je lui ai dit que j'étais pas vraiment d'accord, qu'il monte à Paris et qu'on se sépare. J'étais pas d'accord du tout même, et que donc s'il partait à Paris, ben moi j'allais partir en bateau, mais je voulais pas le quitter, je voulais pas qu'on se quitte. Donc Mais vous avez comme un couple classique des désaccords. Ah bon, complètement. Alors là, ça j'assume total. On est un couple tout à fait normal ou anormal Vous me dans sa rassurez. normalité, je dirais. Bon. Donc là, on n'était pas d'accord. Moi, j'avais tout monté à Nantes pour que ça se passe bien pour toute notre vie jusqu'au bout. Et lui, il me dit, je veux rentrer à Paris. Bon, c'est un Parisien pur et dur. Je lui dis, pas moi. Donc je l'ai suivi jusque-là, mais là je lui ai dit non, là je peux pas, je vais pas y arriver. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de mer, j'ai besoin de ça pour vivre. Donc écoute, si tu veux y aller, je t'empêche pas, mais c'est sans moi, j'aimerais te voir de temps en temps, mais non. Alors. Bon, donc à ce moment-là, j'étais un peu triste quand même qu'ils partent, vraiment, parce que je le voyais plus tous les jours. Et je me suis mis à restaurer un de nos voiliers, un voilier que j'avais, et j'ai fait le tour de Méditerranée sur 3 étés, pendant le Covid. Alors que je travaillais donc à l'HAD de Nantes en tant que médecin coordinateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Cyril est parti, moi j'ai repris ma vocation de médecin palliatif. Ça a été quand même assez étonnant, c'est que je suis revenue naturellement à ça, le fait que lui soit plus sous ma charge. Parce que, je sais pas une charge, mais tous les jours, on est sentinelle des petits soucis qui peuvent se passer, une infection urinaire, un truc, un machin. Donc en fait, tous les jours, je me préoccupe de sa santé. Mais là, mes beaux-parents m'ont dit, on s'en occupe. Donc moi j'étais libre, alors j'étais un peu déboussolée et je me suis automatiquement remis sur un projet de navigation et qui m'a conforté après ces 3 années de tour de Méditerranée avec plus de 80 équipiers différents. Je me suis dit finalement je suis mûre maintenant et techniquement et personnellement pour me lancer dans un tour du monde. Et pour accomplir votre rêve et accomplir de vos 14 ans. Donc mon rêve de 14 ans c'était quoi ? C'était vivre sur un voilier médical et troquer mes soins contre des fruits exotiques. Bon. Avec un peu de maturité, c'est devenu faire un tour du monde à la rencontre des soignants insulaires, les plus isolés, parce que ce qui me préoccupe beaucoup depuis le Covid, c'est la santé mentale des soignants, et qu'on ne parle pas du tout des soignants insulaires qui sont les plus touchés par ça, puisqu'il y a eu une fuite des compétences, et qui sont de moins en moins nombreux, et de plus en plus seuls, dans des environnements qui rejoignent la médecine de catastrophe, menacée par le réchauffement climatique. Et donc, ça rejoint tout, ce projet. Ça rejoint ma vocation de soignante, ça rejoint mon souci de mes proches aidants, mes proches soignants, ça rejoint ma préoccupation sur l'environnement, ça rejoint la question du désert médical, et ça rejoint aussi quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est l'innovation en santé. Et donc, me voilà partie faire une transatlantique, puis une transpacifique. Et là, je repars bientôt pour aller vers la Mélanésie, puisque finalement, le projet consiste à créer une communauté de soignants qui se soutient, solidaire, dans tous les territoires d'outre-mer, que ce soit des froids ou des chauds, relier même les soignants insulaires de nos côtes françaises à ceux de là-bas, partager par des webinaires des savoir-faire qui sont hyper importants de médecine polyvalente et très holistique, respecter les données anthropologiques aussi de la médecine de ces coins-là. Et c'est aussi donc créer actuellement un partenariat avec des universités Rennes, Caen, Amiens pour pour compléter un diplôme de médecine isolée avec des modules internet. Et puis c'est aussi soutenir des projets de ces soignants insulaires dans leur population qui sont en difficulté pour toutes sortes de choses. Donc quelques mois par an, c'est quand même pas tout le temps, c'est environ 3 mois par an, je suis sur mon voilier, j'emmène des soignants, des médecins, des infirmiers qui veulent un peu de répit ou découvrir leur père dans des zones isolées, et on va à la rencontre de ces soignants, on fait des podcasts, on fait des témoignages, on parle de leur expérience, et puis on se nourrit de leurs innovations, on les met en synergie. Enfin, c'est le projet en tout cas, on est en cours, et on essaie de construire, c'est pareil, c'est un peu dans le même style de la solidarité en fait, de créer du lien entre les gens. Voilà. Donc vous avez vraiment un engagement au sein de votre couple et de votre famille, et un engagement au bout du monde, vous avez les deux. Les deux, voilà, finalement, en ce moment. Magali et Cyril, on arrive à la fin de notre entretien, et je vais vous poser la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Ah, Cyril, je pense que dans le contexte actuel, j'inviterais une personne qui est en situation de handicap et qui est engagée pour ses pairs. Parce qu'il y a des gens formidables dans ce milieu-là et ils se donnent du mal. Et ça vaudrait le coup de les mettre en valeur. Voilà, c'est ça.
Ça serait ça. Enfin, pour moi, Cyril, c'est ça pour toi? Ouais, pareil. Et d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Magali et Cyril Janteur. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste. Cyril, vous êtes porteur d'un lourd handicap depuis 27 ans. Merci d'avoir témoigné à ce micro. Magali et Cyril. Merci d'avoir écouté Les Engagés, merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que vous pouvez retrouver Les Engagés sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.